Bienvenue dans Capital Humain 3.0, le podcast qui explore les nouvelles façons de penser le travail, le leadership et la transformation des organisations. Je suis Johan Darquest et dans chaque épisode, je vous propose un regard décalé, éclairé et profondément humain sur les enjeux RH, managériaux et sociétaux d'aujourd'hui. Prêt à remettre du sens, de la conscience et de l'intelligence collective au cœur de nos pratiques? Alors c'est parti! Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Capital Humain 3.0. Alors on parle beaucoup aujourd'hui de transformation, d'agilité, de performance, bien plus rarement de conscience. Pourtant c'est peut-être là que se joue la véritable révolution du leadership, celle qui ne transforme pas seulement les organisations, mais aussi la manière dont les leaders se perçoivent, se relient et agissent. Et si finalement le rôle du leader n'était plus de diriger, mais de créer les conditions d'une conscience collective plus mature. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Gilles Brouillette, docteur en psychologie transpersonnelle, coach exécutif, président du Transformational Learning Institute et co-directeur du programme Conscious et Transformational Leadership à l'Université d'Ottawa. Pionnier du leader conscient au Québec, Gilles explore depuis des années la façon dont la croissance intérieure des dirigeants peut devenir le levier d'une transformation systémique et durable. Ensemble, on va aborder la distinction entre développement et évolution, le passage de la performance individuelle à la conscience collective, et cette question essentielle, comment grandir en vertical dans un monde en perpétuel mouvement. Bienvenue Gilles, je suis enchanté de te recevoir dans notre émission. Merci, je suis enchanté d'être présent. Merci pour l'invitation. Alors, il y a des auditeurs qui te connaissent, Gilles, et d'autres qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu pourrais brièvement te présenter avec ton parcours et puis ce qui te parle aujourd'hui? Tout à fait. Alors, mon parcours a commencé vraiment en philosophie. J'ai fait un diplôme en philosophie, puis de la philosophie, je me suis rendu compte que c'était vraiment la psychologie qui m'intéressait. Donc, je suis sauté en psychologie. Et quand c'est venu le temps de choisir vraiment mon orientation après mon bac pour aller vers la maîtrise, j'ai découvert que qu'est-ce qui m'attirait réellement et profondément était la psychologie transpersonnelle, programme d'études qui était seulement offert aux États-Unis et j'avais même pas les capacités linguistiques pour y aller. J'ai couru pour apprendre mon anglais rapidement. Je me suis fait accepter au programme, fait un doctorat en psychologie transpersonnelle avec une orientation sur moi, j'ai fait ma thèse de doctorat sur le potentiel thérapeutique des états non ordinaires de conscience. Okay. Et donc, ça, c'était vraiment ma ligne de tir. Je suis revenu au Québec, j'ai été psychologue pendant 5 ans, puis ensuite, j'ai entendu pour la première fois le mot coaching. Coaching, qu'est-ce que c'est ça? Et là, ça fait 25 ans, là. Et tout d'un coup, l'attirance vers le coaching, et là, j'ai fait une réorientation de carrière de la psychologie clinique vers le coaching, le développement du leadership et donc, mon dada, je pourrais dire aujourd'hui, c'est vraiment le leadership conscient et aussi le développement d'équipes systémiques. Et alors, souvent, en préparant l'interview, et souvent tu te définis comme un catalyseur de changement de conscience. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, cet acronyme? Écoute, catalyseur, je crois que la structure de conscience actuelle dans laquelle la plupart des individus sont identifiés, hein, notre identité vient de ce à quoi on est identifié. Oui. Et on est identifié à notre structure de conscience égoïque. Et il n'y a rien de pas correct par rapport à ça, mais c'est la forme que notre conscience a prise. C'est comme si la conscience, c'est une capacité qui s'identifie à des contenus de conscience qui sont la pensée humaine. Donc, ce que je réalise, c'est qu'il faut soutenir le processus par lequel les individus reprennent conscience de leur conscience qui est au-delà des contenus de conscience, c'est-à-dire les pensées, les croyances, les modèles mentaux, les préoccupations, les traumatismes, tout ça fait partie de la conscience, mais il faut se comme désidentifier et sortir. Donc, mon travail, c'est de créer les principes et les pratiques qui vont permettre aux gens
de devenir conscients d'eux-mêmes et de sortir de l'encapsulement de leur conscience dans ces contenus-là. Donc, c'est un processus de canalisation, c'est un processus de catalysation à travers des distinctions qui vont permettre aux gens de pouvoir voir ce qu'ils ne voyaient pas avant. En fait, des fois, les gens voient la conscience comme quelque chose de très compliqué, mais la conscience peut être vue d'une façon très simple. Comme là, tu es devant moi, je tiens mon crayon et tu es conscient du crayon que j'ai devant moi. Pourquoi? Parce que tu peux le distinguer de tout ce qui est ici devant toi. Donc, la conscience, c'est cette capacité-là de distinguer. Et c'est ça que je fais. J'amène des distinctions qui permettent de conscientiser. Et quand on conscientise, ben, on libère la capacité de la conscience. Alors justement, qu'est-ce que tu fais justement comme différence, et c'est peut-être les questions que se posent les auditeurs, entre le développement du leadership et l'évolution de la conscience du leader? Oui. Les recherches actuelles nous montrent très bien, très clairement qu'il y a une relation très intime entre le développement de la conscience et le développement du leadership. On sait qu'un bon leader a un niveau de maturité, un niveau de conscience qui est ultérieur, qui est plus élevé, qui est plus large et plus profond. On pourrait parler de la conscience pour donner comme une forme. Plus la conscience évolue, plus ta capacité est grande de voir les choses dans un contexte de plus en plus large, de plus en plus systémique, de regarder de moi à l'autre et l'autre dans le système dans lequel il est, puis le système est dans quel système. Donc, on voit en plus de largeur, puis on voit avec plus de profondeur. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a une corrélation très intime entre cette maturité de la conscience et les capacités en leadership. En fait, le développement de la conscience, pour moi aujourd'hui, avec ma compréhension, c'est que le développement de la conscience, c'est le levier le plus puissant pour faire émerger des capacités de leadership. C'est pas, on n'est plus dans ce qu'on appelait avant le skill building ou les compétences techniques. Beaucoup de gens ont ces capacités-là. Ce qui différencie réellement et profondément un leader, bon leader d'un moins bon leader, ça se situe au niveau du développement de la conscience et sa capacité d'être avec soi et avec l'autre et avec l'organisation. Ok. On entend de plus en plus parler de leadership conscient. Et aujourd'hui, c'est un petit peu une tendance qu'on voit apparaître dans l'entreprise, dans les organisations de manière générale. Ah. Est-ce que tu penses que c'est une simple tendance managériale ou ça va bien au-delà de ça? C'est quelque chose de plus structurel, plus profond? Bon, moi, ça fait une quinzaine d'années, j'ai commencé un cours à l'Université d'Ottawa sur le leadership conscient. J'étais vraiment, à mon avis, dans les pionniers pour offrir quelque chose de structuré. Et aujourd'hui, on est 15 ans plus tard, et je vois, là, 15 ans, personne ne parlait de conscience et de transformation, plus ou moins. On en parlait un peu, mais pas beaucoup. On est 15 ans plus tard, et je vois dans beaucoup de professionnels qui offrent des cours et des programmes liés à la conscience, tout ça. Et ce que je regarde et ce que je vois, c'est que c'est un processus extrêmement lent. Le processus réellement de transformation de la conscience, puis le niveau de transformation qu'on a réellement besoin aujourd'hui, ne peut pas être quelque chose qui va être passager. C'est un besoin fondamental de l'évolution de la conscience et de l'évolution de la culture et de l'évolution de la société et de l'évolution de l'humanité. On est au-delà du développement du leadership. On est dans un besoin fondamental d'un shift du paradigme de la conscience. Et bien que pourrait peut-être avoir comme des gens qui vont passer sur ça comme un thème managérial, puis on va passer à un autre thème, mais je crois que les principes profonds, réels du développement de la conscience, ils font juste commencer à arriver. Puis ils vont rester là pour longtemps parce que ils naissent d'un besoin réel et profond. Et la conscience elle-même, tu sais, la conscience, c'est une énergie hein, qui émerge dans l'individu, mais elle est en émergence. La conscience elle-même nous appelle à se transformer. C'est pas juste nous autres dire, je dois devenir plus conscient. Non, c'est la conscience qui veut se manifester et qui doit se manifester pour la survie de notre humanité.
Donc, l'onde de fond, je pense que ce que je veux Oui. dire, c'est que l'onde de fond, elle est très réelle, elle est très solide, puis elle va perdurer. Et alors, tu as parlé de psychologie transpersonnelle et en quoi c'est un lien justement dans la notion de leadership conscient, la psychologie transpersonnelle, d'après toi? La psychologie transpersonnelle, c'est une émergence d'un besoin de comprendre le développement humain dans une perspective, je dirais, psychospirituelle. Mhm. On sait que seulement psychologique, c'est pas suffisant parce que psychologique fait beaucoup référence au mental, à la pensée, les émotions. Et le développement réellement profond de l'être humain va au-delà de ça, va dans la nécessité de connecter avec ce qu'on pourrait appeler la conscience ou l'essence de l'être humain, la profondeur de l'être humain. Donc, la psychologie transpersonnelle articule cette relation-là entre le développement, la complémentarité qu'on pourrait dire entre le développement psychologique et le développement qu'on appelle typiquement spirituel. Le mot transpersonnel, qu'est-ce qu'il veut dire? Le mot comme trans a deux significations. Il veut dire comme une vitre, elle est transparente. Tu peux voir à travers. Et tu peux utiliser le mot trans dans transcendance. Donc, il veut dire au-delà. Donc, transpersonnel veut dire à travers la personnalité et au-delà de la personnalité. Donc, c'est pas comme on bypass pas, on ne passe pas par-dessus. Donc, ça, je pense que c'est la Mhm. beauté de la psychologie transpersonnelle. Et c'est exactement ce qu'on a besoin au niveau du leadership. Tu comprends? Il faut s'enraciner dans la vie, dans la conscience, dans les émotions, dans les modèles mentaux, dans la structure actuelle de l'individu où il est dans son développement et l'amener à une autre place, le faire évoluer au-delà de ces structures mentales conditionnées, euh, des modèles mentaux, des patterns, des habitudes, des répétitions, des compulsions. Donc, tout ça est là dans l'individu. On a tout C'est ça. vrai. Mhm. Puis, mais il faut comment qu'on part de là puis qu'on va ailleurs. Donc, c'est la notion de transcendance et de transformation qui est à travers et au-delà. Et donc, le lien est très intime au niveau de la psychologie transpersonnelle et son application. En fait, c'est ce que je fais. Moi, j'ai pris les principes et les connaissances et les pratiques de la psychologie transpersonnelle et je les ai adaptés dans un contexte de développement du leadership avec un langage qui correspond aux individus dans les organisations aujourd'hui pour qu'ils puissent comprendre le besoin, la nécessité de s'engager dans une démarche intérieure. Alors, je vais faire une transition toute trouvée parce que tu me tends justement la perche. On peut mesurer l'évolution de conscience d'un leader à travers des outils et tu as deux outils notamment, enfin de terminologie que tu utilises. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, j'aime bien les outils et les clients aiment bien les outils parce que ça donne des chiffres, ça donne des mesures. Ce sont aussi des mesures qu'on peut reprendre dans le temps. Donc, tu peux faire une évaluation aujourd'hui puis en refaire une dans 2 ans, dans 3 ans. Des gens avec qui je travaille, ça fait 10 ans, même 15 ans, et j'ai fait différentes évaluations. Donc, il y a différents outils. Un des premiers outils avec lesquels j'ai travaillé qui s'appelle le MAP, M-A-P, Maturity Assessment for Professionals, qui est lié aussi à l'autre outil que Bill Joyner a développé, qui est très comme enraciné dans ce même outil-là, qui s'appelle le Leadership Agility 360. C'est un outil qui nous permet vraiment de voir où un individu se situe à travers les stades de développement. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la conscience adulte, on peut mesurer le niveau de développement d'un individu au niveau des stades de maturité cognitive et émotionnelle. Donc, on a plus ou moins 7 stades de développement qu'on rencontre chez l'adulte. Et donc, ces outils-là nous permettent de se situer. Où est-ce que je suis développemental parlant? Est-ce Mhm. que je suis dans une conscience d'expert? Est-ce que je suis dans une conscience de performant? Ou je suis dans une conscience de catalyseur, une conscience de co-créateur? Ce sont des sortes de consciences qui sont différentes dans le sens que une est plus évoluée que l'autre. Une, comme la conscience de performant, intègre et transcende la conscience d'expert. OK? Ok. Et donc, on peut mesurer, puis on peut aider les individus à se situer, parce que le problème actuel, c'est que les gens ont de la misère à savoir où est-ce que je suis développemental parlant. Parce que si je ne sais pas ce que je suis,
c'est difficile de dire, ah, OK, je suis là, je pense de telle façon, ce sont mes structures mentales habituelles, mes références, ma façon de donner de la signification. Parce qu'au bout de la ligne, le niveau de développement d'un individu, c'est la façon dont il va donner un sens à la vie ou aux événements. On rencontre le Ouais. même événement, 7 personnes avec 7 niveaux différents de conscience vont rencontrer le même événement, vont avoir 7 structures d'interprétation différentes. C'est vrai. Donc, on peut mesurer. J'ai un autre outil que j'utilise que j'adore, qui est le Leadership Circle. Mhm. Et c'est super intéressant parce que le Leadership Circle permet, il y a une ligne qu'on appelle, on appelle ça un plafond développemental. On a le stade de expert performant, ensuite on a comme une ligne, on a le stade catalyseur. Et on appelle des fois en bas de la ligne le stade plus héroïque, puis en haut de la ligne post-héroïque, où on appelle la dimension réactive versus la dimension créative. Et la beauté du Leadership Circle, c'est qu'il prend une photo du leader sur où est-ce qu'il se situe autour de cette ligne-là. Dans quelle mesure le leader a traversé, puis il ressemble à quoi en haut de la ligne, puis dans quelle mesure il y a encore des patterns, des façons d'être, des façons de penser, des structures mentales qui sont en bas de la ligne. Puis d'être capable de voir la relation entre le bas de la ligne et le haut de la ligne, parce que si tu dis en haut de la ligne, OK, je veux être meilleur pour avoir de la bienveillance. OK, mettons que sur mon score de bienveillance, c'est très bas. Mais pour développer la bienveillance, il faut aller voir en bas de la ligne, c'est quoi les façons d'être, les comportements, les tendances, les croyances, les présuppositions qui m'empêchent de développer la bienveillance. Donc, ce n'est pas juste un comportement à développer, mais c'est une structure de conscience à faire évoluer. Et c'est Eh ça oui. la beauté du Leadership Circle, c'est de lier le développement des compétences à des structures de conscience. Alors justement, on parlait de développement des compétences. Il y a une notion sur laquelle on a échangé ensemble que je trouve très intéressante et j'aimerais que tu fasses une précision entre la croissance horizontale, donc acquérir des compétences, et la croissance verticale, changer de structure de conscience. Est-ce que tu peux nous expliciter tout ça? Oui. Euh, Statistiquement parlant, ça c'est un peu dur à prendre, ce que les statistiques nous disent, c'est que le niveau de développement qu'un individu va acquérir ou atteindre à l'âge d'à peu près 25 ans, 80% de la population, et au-delà des leaders inclus, va mourir au même niveau de développement. OK? Donc, la croissance verticale, ça veut dire de changer de stade de développement, c'est pas une mince affaire. C'est un travail transformationnel. Tu vois, entre l'âge de 0 et 25 ans, on pourrait dire, dans un processus de développement inconscient. On évolue. Tu sais, par exemple, il y a des capacités mentales qu'un enfant de 12 ans a que l'enfant de 5 ans n'a pas. Mais l'enfant de 12 ans n'a pas comme décidé, comme à l'âge de 12 ans, de commencer à avoir des niveaux de raisonnement. Ça va apparaître à l'intérieur du développement de sa conscience et du développement de son cerveau. Donc, on est sous ce processus-là inconscient d'évolution jusqu'à l'âge d'à peu près 25 ans. Puis là, si on ne prend pas en main notre développement, on va probablement plafonner. Et là, on va rester horizontal, si on veut. On va rester sur un niveau de conscience avec des capacités mentales et des façons de voir. Puis là, on va développer différents outils, différentes compétences, différentes habitudes, mais ils vont tous rester un peu à l'intérieur d'un même niveau de conscience. Et donc, ça, c'est du développement horizontal. Pour aller à l'autre niveau de conscience, il faut, des fois, je dis à mes clients, il faut se relever les manches. Mm. Il faut être intentionnel, il faut clarifier les objectifs développementaux, il faut savoir où on est, où est-ce qu'on veut aller, puis s'engager dans des pratiques, dans du coaching, dans des démarches de développement du leadership conscient. Bon, name it, il y a toutes sortes de façons, mais c'est une démarche intentionnelle, transformationnelle qui va nous amener principalement à faire une démarche d'introspection. Et c'est ça, c'est le nerf de la guerre. C'est d'être capable d'aller à l'intérieur de soi puis commencer à questionner ses façons, voir ses façons d'être, ses croyances, ses modèles mentaux, puis commencer à les questionner. Et ça, ça, j'ai appris ça vraiment de Susan Cook Grother, qui est vraiment une pionnière dans le développement adulte,
v'là 20 ans, quand j'ai pris mon premier cours avec elle, puis elle avait dit ça. Elle avait dit, Gilles, il faut que les leaders développent la capacité d'introspection et c'est ça qui les fait passer du bas au haut de la ligne. C'est ça qui fait passer du héroïque à post-héroïque, de la réactivité à la créativité, aux dimensions. C'est le passage nécessaire pour embarquer dans un autre niveau de développement. Puis là, tu deviens plus comme on pourrait, en anglais, on appelle ça self-altering and self-transforming mind. En bas de ça, on est dans ce qu'on appelle le social mind, une structure de conscience sociale qui est une réponse à notre environnement. Mais là, quand on passe à ce niveau-là, on a une démarche d'introspection, une démarche de réflexion, puis là, on commence à se demander, oui, mais moi, qu'est-ce que je veux? Comment moi, je veux être? Est-ce que cette façon d'être-là que mon environnement supporte ou veut que je sois, est-ce que ça, c'est en alignement avec moi? Et là, ça, c'est les premiers pas pour embarquer dans un changement, d'une transformation, introspection. On voit des distinctions, on met en place des pratiques, puis on commence à évoluer consciemment dans des stades ultérieurs. Et les stades ultérieurs, c'est le développement vertical. Et les stades ultérieurs de développement ouvrent des portes à des nouvelles capacités de leadership. Du coup, en quoi ces passages, justement, ces paliers d'évolution du leader vers une croissance plus verticale, comment ça influe-t-il la manière de diriger, de coopérer, même de décider, selon toi? Tout change. Quand on passe d'un stade de développement à un autre, c'est un peu un changement, entre guillemets, de paradigme. On voit la réalité d'une façon différente. Un exemple. Je suis un expert et je viens de faire quelque chose qui a affecté mon collègue et mon collègue vient me donner un feedback. Puis je le regarde, le feedback, la personne, avec une conscience d'expert. Et quand j'entends le feedback, je comprends une critique puis une attaque et là, je commence à me défendre. Ça, c'est la structure de conscience de l'expert qui va filtrer l'information, qui est quelqu'un qui me donne une information sur mon comportement et l'impact que j'ai eu, et ça l'apparaît comme une critique et une attaque. La même personne, une autre personne avec la même situation, dans une conscience, par exemple, de catalyseur, va entendre le même feedback, la même information de la même autre personne, et va regarder le feedback, va dire « Oh my God, merci beaucoup pour l'information que tu as donnée. Tu vois, je n'avais jamais vu ça de cet angle-là. Ça me permet de voir mon impact sur l'autre. » Donc, tout change. Oui. Et ce que ça change, parce qu'on donne une signification différente. Puis la signification qu'on donne, pour moi, j'appelle ça, c'est comme le plancher des vaches. C'est de où tu pars. C'est toujours, tu pars tout le temps de la signification. Tu regardes une situation, tu sais, notre cerveau, comme on le sait, il est bâti pour survivre. Donc, il va continuellement regarder, est-ce qu'il y a des menaces dans mon environnement? Et donc, moins tu es évolué, plus ce que tu vois autour de toi est susceptible d'avoir le visage d'une menace. Parce que peut t'empêcher d'avoir ce que tu veux ou prendre ce que tu as. Donc, tu vis dans cette conscience-là un peu plus instinctuelle, plus de survie. Alors, quand tu montes dans des stades de développement ultérieurs, tu vois littéralement la réalité d'une façon différente. Tu parles d'une façon différente. Tu engages les autres dans des conversations d'une façon différente. Ton style de communication, tout change. Donc, c'est un changement de paradigme. C'est vraiment un levier puissant, transformationnel, puis c'est le levier, comme je me répète, vraiment d'amener des capacités de leadership qui ne peuvent pas émerger avant certains niveaux de stade de développement. Encore là, donner un autre exemple. Si tu parles à un expert, tu dis, hey, je pense que tu as besoin de travailler plus en équipe avec ton équipe, tu sais. Puis il va comprendre, dire, ah oui, ça fait du sens, il se revire de bord. 2 semaines plus tard, il travaille encore de la même façon qu'il travaillait avant. OK? Parce qu'il a compris l'information, mais il ne peut pas le embodiment. Il ne peut pas l'intégrer. Parce que ces structures de conscience ne sont pas
préparés, ne sont pas capables de faire ça, des transformations intérieures qui doivent être faites. Donc, travailler cette structure-là intérieure qui fait évoluer l'individu va permettre l'émergence de nouvelles capacités qui sont si nécessaires aujourd'hui en leadership. Et du coup, on sort d'un mécanisme duel. Du coup, on va plus vers dans cette logique-là, vers un apprentissage de ce que les situations nous apportent sur soi, plutôt que dans un rapport de force, en fait. Tout à fait. Plus tu évolues, plus tu deviens, tu changes. Moi, je travaille beaucoup avec le concept de modèles mentaux, qui sont les Oui. filtres à travers lesquels je regarde la réalité. Plus ces modèles mentaux-là évoluent, plus ils passent de ce que j'appelle des fois un paradigme du monde du ou, qui est un monde de la séparation, de moi ou toi, j'ai raison, j'ai tort, right, wrong, tu sais, c'est cette dualité-là qui amène toute l'énergie du manque, de pas assez, puis qui est vraiment comme le fruit du cerveau qui est en survie, à un paradigme qu'on appelle du monde du et, le monde de l'interdépendance, du monde de la complémentarité, puis du monde du et, si on va plus loin, ça va du monde du un, qui est le monde de l'unité, vraiment. Donc, il y a cette progression-là. Et comme je l'ai dit, plus chaque petit mouvement vers un stade de développement ultérieur et des nouvelles capacités plus raffinées de leadership qui vont émerger, puis un leadership qui est plus conscient, de plus en plus éveillé, de plus en plus inclusif, de plus en plus intégral, de plus en plus systémique, avec plus de profondeur, plus de largeur, plus de présence. Tout change. Et du coup, en quoi cette conscience, disons, verticale, euh, elle, elle est utile pour naviguer dans un monde qui est de plus en plus, qui va vite, qui est de plus en plus complexe, incertain. Qu'est-ce que ça peut apporter justement, ce niveau de conscience? Oui. En fait, il y a des recherches qui ont été faites qui montrent, par exemple, si on revient dans les stades de développement expert, performant, catalyseur, qui montrent que seulement les leaders au niveau catalyseur ont la capacité de l'idée, de diriger des démarches transformationnelles dans les organisations. Une démarche transformationnelle, c'est une démarche complexe Oui. qui est souvent structurelle, organisationnelle et individuelle. Donc, il y a des transformations des individus. Donc, ce que l'on sait, c'est que il y a beaucoup de leaders qui sont en bas de la ligne. Puis encore là, il n'y a pas de jugement d'être en bas de la ligne. C'est juste que, Mhm. selon les statistiques, il y a encore passablement de leaders qui sont en bas de la ligne. Et la réalité, la complexité de la réalité actuellement, elle est en haut de la ligne. Donc, il y a une nécessité d'évoluer pour être capable de rencontrer cette complexité-là. Parce que quand il y a trop d'écart entre la complexité de la réalité et la complexité de mon esprit, ça va générer de l'anxiété, puis ça va générer de la peur et ça va me rendre moins capable de répondre aux exigences de la réalité. Souvent, ce que je dis, là, dans je dirais, les 20 dernières années, il y a eu une accélération de la complexité. Ça, ici à gauche, là, c'est la complexité qui augmente, qui augmente, qui augmente, qui augmente très rapidement. Puis à droite, ça, c'est le niveau de développement de la conscience. Le niveau de développement de la conscience n'a pas été à la même rapidité que le développement de la complexité. Ce qui fait qu'on est, en anglais, on appelle outmatch. On est dépassé. Puis plus on est dépassé, plus c'est notre cerveau primitif qui prend la place parce qu'on est dans un état d'anxiété et d'insécurité et c'est l'opposé de ce qu'on a besoin. On a besoin, en fait, du contraire. Actuellement, je crois qu'il y a une urgence d'accélérer le développement de la conscience pour être capable de rencontrer le monde VUCA dans lequel on est, de volatilité, de complexité, d'incertitude. Il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, une conscience plus consciente, une conscience plus évoluée, a plus de capacité de produire du sens et de répondre. Parce que la notion que si tu n'es pas assez équipé pour répondre, tu vas réagir. Tu as deux options. La conscience, c'est tu es soit dans la réactivité ou tu es dans la réponse intentionnelle, consciente. Tu peux pas être, tu es dans un ou dans l'autre, puis tu vacilles comme ça. Mais plus il y a d'écart,
plus tu tombes dans la réactivité. Alors, la question qui peuvent se poser les auditeurs, c'est que si on part de cette hypothèse-là, comment on peut faire, si on est dirigeant, pour amener toute une organisation à faire ce gap de palier de conscience, justement, ou de développer des capacités d'introspection collective? Comment on peut faire? Oui, c'est une bonne question. Écoute, je pourrais répondre par une expérience directe que j'ai eue avec une organisation. Oui, Il y a environ 12 ans, j'ai travaillé avec une organisation qui s'appelle Communication Security Establishment Canada. C'est le centre de sécurité des communications du gouvernement fédéral. Et il y avait 1500 personnes dans l'organisation. Et le besoin était, quand on est venu voir, d'augmenter la conscience, de travailler, de développement du leadership. Donc, j'ai fait une proposition pour travailler avec l'ensemble de la population. On a fait un programme au niveau très exécutif. On avait un programme qui était de 4 jours de transformation et des évaluations du Leadership Circle avec des débriefings individuels. Puis on a ajusté, là, dépendamment des niveaux, on a diminué le niveau d'intervention. Mais tous les gens ont eu au moins une version d'une journée complète sur le processus de transformation de la conscience, l'éveil de la conscience et la capacité d'introspection. Et donc, j'ai fait mon mandat, puis j'ai fermé ça. Puis 10 ans plus tard, on est 10 ans plus tard, la personne qui travaille dans cette organisation-là me rappelle et me dit, Gilles, ça va, oui. Écoute, est-ce que tu fais encore ce que tu faisais, ce que tu as fait avec moi il y a 12 ans dans cette organisation-là? Puis je dis, oui, même je fais de mieux en mieux, tout ça. Puis elle dit, écoute, on t'a jamais donné de feedback, vraiment, mais je veux d'abord et avant tout donner un feedback. Puis elle me dit, l'impact que tu as eu, le plus grand impact que tu as eu dans notre organisation, c'est d'amener une démarche et une capacité d'introspection. Ça, c'est la capacité que tu as mis en place. On était une organisation très transactionnelle, très orientée vers les résultats, avec beaucoup de conflits, beaucoup de tensions. Puis on n'avait pas cette couche-là de réflexion, d'introspection, puis on avait besoin d'une transformation. Et tu as réellement amené la capacité de faire cette transformation-là, puis on est complètement à une place différente. Puis là, je suis dans une nouvelle organisation, puis je vais voir si tu es disponible pour travailler. Donc, il y a espoir, on peut faire ça, mais ce n'est pas facile. Ça demande beaucoup d'engagement, ça demande une organisation qui dit oui, puis qui vont mettre en place des pratiques, des champions, puis une démarche, puis que ce soit structuré, organisé, clair, et c'est pas un quick, on m'appelle en anglais un quick fix, OK, superficiel. Ça prend une démarche, puis un nombre suffisamment élevé de personnes pour avoir une masse de personnes qui commencent à se soutenir, qui ont les distinctions, qui ont les pratiques et qui commencent à se soutenir les uns les autres dans une démarche collective. Donc, oui. Il y a un temps, je suppose, d'intégration de ce changement de paradigme, parce que c'est quand même même ça va au-delà de l'entreprise, c'est un changement de paradigme de l'être humain, en fait. Quelque part, le collaborateur a une profonde transformation de soi, je suppose. Oui, et c'est sûr que, comment je dirais, quand on regarde encore l'organisation, si on prend une photo, on a des experts, des performants, des catalyseurs. Les experts sont les plus comme tricky, ce sont ceux qui ont le plus besoin d'apprendre l'introspection, mais ce sont ceux qui résistent le plus. Donc, quand tu fais une intervention comme ça de masse, tu vas avoir des individus qui vont se transformer beaucoup, qui vont vraiment faire des sauts. J'ai des gens qui me rappellent, j'en ai un client qui m'a rappelé dernièrement, ça faisait 7 ans. J'ai travaillé avec lui, il était un leader senior exécutif dans une grande organisation et qui a quitté cette organisation-là. Ça faisait 7 ans qu'il était dans une autre organisation, qui m'a rappelé, il m'a appelé, Gilles, là, ça fait 7 ans qu'on a travaillé avec moi, il me dit, Gilles, écoute, je pense que je retourne, je fais référence à ce que j'ai appris avec toi à tous les jours.
Puis cet individu-là, quand il me disait ça, j'ai vu, c'est pas une information qui se souvenu. Il y a eu une transformation. Il y a eu un shift. Et c'est ça qui fait le nerf de la guerre. Est-ce qu'il y a un shift réellement dans la personne qui vit l'expérience d'un cours? Parce qu'on va donner un cours. Si tu as 1500 personnes, tu ne peux pas donner un cours de 6 semaines à tout le monde. Il faut que ça, tu sais, les coûts de ça sont trop grands. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans une journée ou 2 jours pour faire comme un shift, une transformation, une prise de conscience qui va avoir un impact? Et je pense que c'est ça que j'ai réussi à faire. Moi, je pense que ce qui a fait ma réussite, ce qui fait encore ma réussite, c'est que j'ai réussi, je dirais, à opérationnaliser exactement ça. Comment ça marche, prendre conscience de soi-même? C'est quoi la mécanique transformationnelle de la prise de conscience de soi? Comment ça marche? Donc, et j'ai comme, entre guillemets, packagé ça dans un programme de 2 jours. Donc, je sais que je peux enseigner la mécanique, puis là, c'est sûr qu'il faut le faire, mais je sais que je peux l'enseigner d'une façon que les gens vont le vivre. Ils vont le vivre à un niveau que ils vont pas l'oublier. Il y a quelque chose qui va changer à l'intérieur d'eux, c'est-à-dire une nouvelle prise de conscience qui va rester à l'intérieur, pour la plupart. Donc, les niveaux experts, eux autres, ont plus de misère à aller là, mais tu as quand même beaucoup de performants qui vont embarquer là-dedans, qui vont commencer à évoluer, puis à se transformer, puis des catalyseurs. Donc, quand on prend une masse d'individus comme ça, puis on passe à travers ces individus, il y a une transformation qui se passe. Il y a un changement. Eh Mais oui. c'est un travail. Du coup, plus je t'écoute, plus je me rends compte que dans cette logique-là, l'entreprise, ça devient un véritable du coup espace d'évolution de conscience, alors à la fois individuelle et collective. Ça dépasse le simple cadre de l'entreprise, du coup. Tout à fait. Par exemple, si je prends le cours que j'enseigne, les gens me disent toujours, tu sais, j'ai appris autant de choses qui sont utiles pour moi comme leader que comme père de famille ou mère de famille ou, tu sais, à la maison. Parce que ça te suit partout, hein. Ton niveau de conscience, il te suit partout. Eh oui. C'est ta structure de base de comment tu regardes la réalité. Puis la réalité, ben, c'est ton fils à la maison ou ta femme ou ton employé ou la tâche qui est à faire devant toi. C'est pour ça que c'est vraiment précieux, cette transformation-là, parce que les impacts sont multiples. Et c'est l'évolution de la conscience humaine qui doit se refléter comme dans les politiques, dans l'évolution d'un pays, dans l'évolution. Si on regarde la planète aujourd'hui, la structure de conscience qui est utilisée, c'est pas fort. Moi, je sens dernièrement, juste te dire ça, je sens tellement comme une urgence de amener des principes transformationnels au niveau de nos politiciens, au niveau des gens qui prennent des décisions importantes. Il faut qu'on change de paradigme. Ce paradigme-là, c'est le paradigme là, vraiment de l'ego, de la conscience qui est pris dans la survie. Puis c'est pas elle qui va nous permettre de sauver notre petite planète. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et du coup, dans cette démarche-là, est-ce que, forcément, je suppose, hein, il doit y avoir des résistances, des peurs qui viennent peut-être entraver le passage à un palier de conscience. Est-ce que tu as pu identifier et comment on peut arriver à les désamorcer, justement? Mm-hmm. Ouais. Il y a toujours des peurs. Mm. Il y a toujours des peurs. Parce que l'ego, tous nos patterns sont dans la structure de l'ego. Ton essence, elle n'a pas de pattern. OK? Il n'y a pas de problème là. Donc, tous nos problèmes sont dans l'ego, donc sont dans la conscience encapsulée dans des modèles mentaux. Et du moment que tu es encapsulé dans un modèle mental, tu exclus quelque chose. Tu t'identifies à quelque chose, ça veut dire que tu te désidentifies à d'autres choses. La chose à laquelle tu te désidentifies, ça va devenir ta bête noire. Tu t'identifies au respect, tu te désidentifies du non-respect. Ça veut dire que quelqu'un qui va avoir du non-respect envers toi, la probabilité que tu sois réactif est super grande. Parce que tu t'identifies. C'est correct d'avoir le respect, mais quand on suridentifie à quelque chose, donc tout ce qui est à l'extérieur de nos identifications est générateur de peur.
Parce que c'est une menace à ce à quoi tu t'identifies. Eh oui, Tu comprends? C'est un principe de base de la conscience. C'est la mécanique, ça. C'est la mécanique de la conscience. Donc, des peurs, il y en a partout, puis il y a toutes sortes de peurs. Ce que je remarque, ce que je découvre, c'est que la plupart, beaucoup de gens, beaucoup de leaders, ne sont pas réellement en contact avec leur peur parce qu'ils vont faire du acting out. OK? Comme là, je travaillais avec un de tes clients, là, hier, j'avais un coaching, puis la personne a une insécurité puis une peur de ne pas réussir les mandats qui lui sont demandés. OK? Donc, il y a un côté, il y a un désir très fort de performer. En dessous de ça, il y a une peur de manquer son coup. Donc, il n'est pas en contact avec sa peur, il est en contact avec son besoin de performer, puis tout ce qu'il a besoin de faire pour performer. C'est comme sa peur va nourrir son comportement, qui est extrême, puis qui est trop, puis qui est trop contrôlant, devient hyper contrôlant, mais il ne touche pas à sa peur. Là, je l'ai mis, je dis, OK, mais c'était où que ça arrive, ça, ces comportements-là, tu sais, là, si on regarde en dessous de ça, puis là, il commence à nommer la peur. Puis là, ça fait juste 2 sessions, puis on a rentré directement là-dedans, puis là, il dit, écoute, c'est vraiment déstabilisant, qu'est-ce qu'on fait ensemble? J'ai dit, ouais, c'est un peu déstabilisant, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire que tu touches justement à ton anxiété, à ta peur, tes insécurités, parce qu'ils nourrissent tes comportements réactifs. Si tu ne peux pas les voir, tu fais juste comme les act out. Fait que là, il faut aller dans l'introspection, puis écoute, quand tu amènes les gens, puis tu les accompagnes, la résistance n'est pas, il n'y a pas tant de résistance. Il y a de résistance quand tu ne comprends pas, puis tu n'es pas capable de savoir ce qui se passe. C'est dans le comportement, mais tu ne comprends pas la source. Et quand tu commences à les amener dans la source, puis tu les accompagnes, puis tu es avec eux autres, puis ils voient, il y a le besoin de se libérer de ça aussi. La personne contrôlante là, qui se lève le matin ne va pas se lever et dire hey, aujourd'hui, là, si je suis super contrôlant, ça va être une bonne journée. Hein? C'est pas confortable pour elle. Ouais. Non, sont pris. Nous sommes pris Oui. dans des comportements inconscients, répétitifs, et qui créent une résistance, qui créent des inquiétudes, tout ça, qui nous empêchent de créer ce qu'on veut. Donc, il y a de la résistance et en même temps, ce n'est pas une résistance consciente. C'est une résistance que souvent j'appelle inconsciente. Ce qui dicte il y a 95% de nos comportements qui sont liés par notre inconscient, justement. Et c'est intéressant. Tout à fait. Selon Joe Dispenza, qui est vraiment un auteur qui fait beaucoup de recherches, il nous dit, à l'âge d'à peu près 35 ans, 95% de toutes nos pensées, nos croyances, nos émotions, nos comportements, ce qu'on dit pas, ce qu'on fait pas, c'est des programmes qui sont liés à notre enfance et on est sur le pilote automatique et puis on répète, il se passe des choses dans notre environnement, vont stimuler inconsciemment des patterns intérieurs, puis vont déclencher des programmes, puis on est dans le programme. Donc, si je comprends bien, l'idée, c'est de rentrer en introspection pour déconstruire des schémas mentaux qui peuvent être préjudiciables, pour laisser la place à émerger de nouveaux schémas mentaux et passer des paliers de conscience, c'est ça? Plus ou moins, on pourrait dire ça comme ça. Donc, il y a de la déconstruction et il y a Parce que ce qui arrive, ça, c'est une autre chose que je réalise de plus en plus, c'est qu'on est profondément dominé par notre cerveau. Donc, tous ces patterns-là, ils sont dans nos structures neuronales. Donc, il faut reprogrammer l'esprit et recabler le cerveau. Et qu'est-ce qui recable le cerveau? C'est des pratiques. La répétition ou de la visualisation, mais il y a des pratiques qu'il faut mettre en place pour. Donc, c'est un travail à plusieurs niveaux, mais à la fois de conscientiser, voir, avoir des pratiques d'auto-observation. OK, ça, c'est un aspect. Donc, la conscience de soi. Ensuite, il y a la maîtrise de soi. Ce sont des pratiques de dire, OK, maintenant, si je ne suis pas comme ça, je vais être comment? Donc, il faut remplacer et pratiquer des nouveaux comportements, soit les voir, les visualiser
les sentir, encore là, comme Joe Dispenza dit, si tu es capable d'avoir l'émotion de te voir dans une nouvelle situation, avec, par exemple, recevoir un feedback. Si on prend notre exemple de tantôt, je reçois le feedback. Donc, mettons que je suis un expert, j'ai eu mon coaching, je réalise que je suis trop réactif, que je décide de changer. Donc, d'un côté, je prends conscience de ma tendance à tomber dans la réactivité, je la maîtrise, puis de l'autre côté, je pratique l'écoute, la réflexion, l'introspection, puis la pause, prendre le temps. Donc, il y a des constructions et déconstructions simultanément. Écoute, c'est vraiment passionnant et je pense à mon sens, on tient une clé vraiment précieuse pour faire évoluer les organisations et bien sûr les individus, les collectifs. Alors, comme on avance dans notre entretien, est-ce que tu voudrais apporter une conclusion, une réflexion ou qu'est-ce que tu voudrais nous partager justement qui vient dans la prolongation de ce qu'on s'est dit? Hmm. Écoute, ce que je dirais, c'est que il y a de l'espoir et on s'en va vers l'avant. Je crois profondément que le développement de la conscience à l'intérieur de l'être humain ne va pas être arrêté par ces petits obstacles-là, entre guillemets, peu importe quels soient les obstacles, que ce soit des guerres, que ce soit, parce que ça, c'est juste des paradigmes collectifs, mais c'est les mêmes paradigmes à l'intérieur de soi. Donc, pour moi, il y a beaucoup d'espoir. Et si on veut réellement se transformer, il faut s'encadrer à l'intérieur d'une démarche. C'est difficile réellement de changer de stade de développement, d'aller dans un autre niveau de conscience si on n'a pas une certaine structure qui nous permet de faire ça. Donc, il y a des choses à faire. C'est très... il faut s'engager, il faut clarifier. Est-ce que je veux changer? Est-ce que je veux réellement changer, oui ou non? Il faut être clair. Le cerveau, là, si ce n'est pas clair que tu veux réellement changer, tu ne changes pas. Point final. OK? Donc, ça prend un engagement clair, puis ça prend une direction. La direction, c'est où est-ce que je m'en vais, puis de où j'arrive. C'est quoi qui est le pattern que je veux laisser tomber? Je prends la décision de laisser tomber, puis c'est quoi la nouvelle façon que je veux mettre en place? Ça prend cette clarté-là. Sinon, le cerveau, là, il va te ramener bien rapidement à tes anciens patterns parce que c'est déjà tout établi là. Donc, clarté, engagement, pratique. En fait, le leadership conscient, on pourrait le définir d'une façon simple. Un leader est un leader conscient s'il y a des pratiques de vie consciente. Tu n'as pas de pratique, tu ne peux pas porter le titre. Le titre, c'est la pratique. Donc, c'est ça mon message. Et on peut le faire. Et on va le faire. On est en train de le faire. Et moi, ce que je retiens de tout ça, et je trouve ça intéressant, c'est que si on va au-delà des modèles et des outils, il y en existe plein, c'est que le leadership conscient, ça vraiment, ça nous incite à une transformation intérieure. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant, une transformation intérieure profonde. Et là où l'être, la conscience et l'action s'unissent ensemble, mais ça rejoint en fait la notion de sens profond au niveau du capital humain, je trouve, moi, tout ce qu'on vient de se dire. On est vraiment au cœur justement du capital humain, à mon sens. Exactement. Et plus on se défait des patterns du passé, plus on se connecte dans notre essence, plus on touche à des puissances intérieures, la puissance d'état de conscience, parce qu'on s'éveille à le pouvoir de la paix, le pouvoir de l'amour, le pouvoir de la joie, le pouvoir de la prospérité. Tout ça existe là, c'est déjà présent. C'est que nous, on n'est pas là. Donc, il faut lâcher ces vieilles histoires-là pour s'aligner avec le futur. Tu sais, il y a toute la notion d'auto-charmer qui est incroyable. Je suis en train de lire son dernier livre, qui est toute la notion de sensing and actualizing the best future that is looking for emerging, that is needing you to emerge. Donc, le futur, le potentiel du futur qui est là, devant nous, dans le prochain instant, qui nous regarde, puis qui veut être incarné, mais qui a besoin de moi pour l'incarner. Donc, c'est nous qu'il faut aller vers
ce développement-là, parce que ce futur-là, il est présent en potentiel. Mais là, Oui. c'est nous qu'il faut Faire l'incarner. l'action. Voilà, Oui, l'incarne. on est dans une démarche d'évolution consciente, intentionnelle. C'est nous qu'il faut. Là, on n'est plus dans le développement inconscient de la conscience. On est dans le développement conscient intentionnel. C'est la deuxième phase. On est dans cette phase-là. En tout cas, je te remercie infiniment, Gilles, pour la qualité de cet échange. C'était vraiment très nourrissant, moi, en tant qu'intervieweur, et je suis persuadé que nos auditeurs, en fait, se sont régalés. Et Tant mieux. tu reviens quand tu veux nous parler de Bon. tes sujets, et merci infiniment. La prochaine fois que je reviens, je vais vous parler d'une nouvelle conférence sur la résilience, le pouvoir de la pause intérieure, puis qu'on appelle en anglais unshakable inner stillness. Comment qu'on touche à cette partie-là de solidité intérieure et qu'on rentre en contact avec la réalité à partir de cette partie-là de soi. On est en train de développer là, cette méthodologie-là de stillness. Eh bien, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'en 2026, tu vas revenir à mon micro OK. et tu vas nous faire une petite thématique sur la résilience. Et je OK. pense que vu ce qui s'augure en ce moment, on va en avoir besoin de On résilience. en a réellement besoin. Mais ça me fait plaisir. Merci beaucoup de l'invitation et au plaisir de se revoir en 2006 pour une autre session. Avec grand plaisir. Et puis merci à tous les auditeurs qui nous écoutent. Je vous donne rendez-vous pour de prochains épisodes avec autant de nouvelles visions, nouvelles philosophies, nouvelles personnalités, enfin plein de pépites. Et je vous dis à très bientôt. Merci Gilles, à bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode de Capital Humain 3.0. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée et à laisser un avis ou un commentaire. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et bien sûr de le faire rayonner. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur Ocha via le lien en description. Et si vous souhaitez réagir, proposer un thème ou intervenir dans un prochain épisode, contactez-moi directement sur LinkedIn. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur du capital humain.